tout d'abord, je voudrais saluer l'initiative du président Nazarbayev pour avoir eu l'idée de ce forum économique d'Astana, qui est devenu de plus en plus important en 10 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Et je remercie aussi les organisateurs de leur invitation. Moi, je viens régulièrement au Kazakhstan depuis une quinzaine d'années et j'ai pu voir l'évolution considérable du Kazakhstan et d'Astana aussi. J'ai fait de nombreuses missions dans ce pays, à Almaty, à Astana, à Pavlodar, à Aktau. J'ai même tourné un film avec une grande vedette kazakh, Ayanat Ksembai, et nous avons été sélectionnés au Festival de Cannes pour ce film. Donc j'aime beaucoup ce pays, et je suis venu avec le président de la République française en voyage officiel l'année dernière. Et puis je voudrais rappeler que le président François Mitterrand, qui est l'ancien président français, a été le premier président occidental à venir ici après l'indépendance du Kazakhstan. Donc je suis très heureux en tant que Français d'être là aujourd'hui. Alors on a parlé ce matin et maintenant des problèmes d'un futur incertain pour la globalisation. Effectivement, la globalisation est dans une mauvaise passe. En effet, le long cycle de Doha, lancé par l'OMC, ne fonctionne plus. Donc les pays ont essayé de faire d'autres systèmes, avec par exemple des accords multilatéraux dans des zones géographiques qui n'étaient pas mondiales, mais qui étaient importantes, comme le traité transpacifique, ou le TAFTA, qui est le traité discuté entre les USA et l'Union européenne. Mais l'élection de Donald Trump, en fait, a cassé toutes ces perspectives aussi, puisque Donald Trump et les USA sont sortis de l'accord transpacifique et ils ont aussi arrêté les discussions sur le TAFTA avec l'Europe. Parallèlement, l'Union européenne, de plus en plus, les populations sont opposées à ces traités de libre-échange internationaux. Il y a beaucoup de manifestations, il y a aussi des partis extrême droite et populistes. Et l'Union européenne elle-même est confrontée à de nouveaux problèmes avec justement gérer la sortie de l'Angleterre, le Brexit. Et Donald Trump, le 28 mai dernier, donc c'est très récent, a encore dit qu'il souhaitait des mesures de protectionnisme. Donc il y a vraiment un problème au niveau mondial de la globalisation. Mais tout n'est pas perdu, parce que le président chinois Xi Jinping a déclaré au sommet de l'APEC et puis à Davos qu'il souhaitait que l'ouverture commerciale et les échanges commerciaux se poursuivent. Récemment, à Pékin, il a consolidé l'initiative de la Chine One Road, One Belt, la nouvelle route de la soie. Un autre élément positif, c'est que l'Europe a voté et maintenant l'accord du CETA avec le Canada. Donc ça, c'est quand même positif. Le Parlement a réussi à le voter. Et peut-être allons-nous assister maintenant à un sursaut de l'Europe après l'élection du nouveau président français Emmanuel Macron, qui souhaite relancer les initiatives avec Angela Merkel. Mais tout cela, même si ça se fait, ça ne suffira pas pour redonner confiance au peuple. Alors, quelques perspectives, quelques axes pour voir dans quel sens il faut aller. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait maintenant la globalisation soit sur 3 piliers pour qu'elle soit acceptée par les peuples. Avant, il y avait seulement le pilier économique, il faut qu'il y ait aussi le pilier social et environnemental. Sur le problème économique, bon, globalement, pendant les 30 dernières années, il y a eu vraiment une sortie de la pauvreté de dizaines, de centaines de millions de personnes, notamment en Asie, donc ce n'est pas si mauvais, mais il y a eu de plus en plus d'inégalités et qui sont de moins en moins acceptées par les populations. Il y a aussi les concurrences déloyales qui font qu'il y a des secteurs entiers de l'économie, notamment en Europe, qui s'effondrent et donc ça crée beaucoup de chômage et des gens qui contestent la globalisation. Il y a des phénomènes d'appauvrissement et dans les classes victimes de cela. Puis en plus, ça a été dit tout à l'heure par le professeur, il y a de plus en plus de pollution, les destructions des ressources, le réchauffement de la planète. Et donc, il faut vraiment maintenant aller vers un développement plus durable. Alors, le CETA en est un exemple, meilleur que le TAFTA. Il y a aussi les entreprises et les sociétés financières, on en parlait ce matin dans un autre panel, qui se mettent aux normes ISR, le Green Finance. Il y a aussi des accords de nouvelle génération maintenant qui ne sont pas seulement commerciaux et douaniers, mais qui sont sur l'harmonisation des normes environnementales, techniques, sanitaires,
sur la protection intellectuelle, sur les règlements des différends entre les investisseurs et les États. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Et la Cour européenne de justice européenne a donné récemment un avis, le 9 mai, qui fait que puisque ces accords sont nouveaux, en fait, on ne peut pas les considérer comme seulement économiques. Or, l'Union européenne, avant, avait une exclusivité des accords économiques. Mais comme maintenant, ce n'est pas seulement économique, la Cour de justice vient de déclarer il y a un mois, et la Commission l'a repris, que maintenant les parlements nationaux allaient avoir leur mot à dire dans ces traités nouveaux. Et donc ça, c'est très bien parce que ça va rapprocher la décision des peuples alors que ça l'avait un peu éloigné. Donc ça, c'est une bonne perspective. Et en plus, ce que je pense, c'est que sur ces sujets trop complexes, il ne faut pas laisser seulement les politiques s'en occuper. Il faut aussi que la société civile, les ONG, soient très présents, ceux qui défendent surtout les problèmes sociaux et environnementaux. Et on l'a vu lors de l'accord de Paris pour la COP 21, autour des responsables des États, il y avait beaucoup d'ONG qui faisaient des pressions sur les réseaux sociaux dans le monde. Et donc c'est une très bonne chose de faire que les citoyens s'emparent aussi de ces problèmes. Et donc, je vais vous donner une petite proposition, j'en terminerai par là, pour le Kazakhstan, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle un Conseil économique, social et environnemental, qui est une des 3 assemblées de la Constitution. Il y a le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social. Et moi-même, je suis président de la section des affaires européennes et internationales du Conseil. Et j'ai discuté ici l'année dernière avec le président d'une association ici qui s'appelle l'Assemblée nationale des peuples, qui représente les ethnies du Kazakhstan et les religions, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc on n'a pas pu faire un accord parce que le comité économique et social représente aussi les syndicats, les travailleurs, les entreprises, les associations des familles, les ONG, et donc ce n'était pas tout à fait pareil. Et donc je pense que ça serait peut-être bien, pour qu'il y ait une vigie permanente de la société civile, que peut-être on élargisse le rôle de votre Assemblée nationale des peuples, qu'on l'élargisse à d'autres secteurs de la société civile, et après on pourrait nous faire une coopération. Et en plus, ça vous mettrait dans un réseau qui s'appelle l'AICESIS, c'est l'Association internationale des comités économiques et sociaux et des institutions similaires. C'est basé à Bruxelles. Il y a 70 pays, dont la Russie et la Chine. Et donc, ça permettrait au Kazakhstan de rentrer dedans et d'avoir toute cette expérience de la société civile. Je pense que ça serait pas mal. Et j'en terminerai en citant la rencontre entre le président Poutine et le nouveau président français Macron, la semaine dernière à Paris. Ils ont décidé de créer un forum franco-russe de la société civile. Ça veut dire que tout le monde comprend que c'est l'importance de la société civile, et je pense que ça serait une bonne façon de pouvoir contrôler la globalisation future, notamment sur le plan social et environnemental. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour apporter un peu dans le débat. Merci beaucoup.